Avant toute chose, il faut revenir sur le nouveau Musée national de Monaco. C'est un établissement public qui a été créé en 2006 par ordonnance souveraine. On n'a pas d'espace d'expo permanent. On a 2 villas d'exposition temporaires où les expositions ne sont pas forcément faites en lien avec les collections. Pour ce qui est question des collections, on a des collections qui sont plus anciennes que la création du musée. Elles sont issues des anciens musées à Monaco, donc le musée d'histoire locale, l'ancien musée des beaux-arts, l'ancien musée national de Monaco qui correspondait en fait au musée des poupées et au musée des automates. On a aussi toutes les œuvres qui ont été acquises par le gouvernement monégasque avec les dotations de l'État. Et ensuite, on a toutes les acquisitions qui ont été faites par le NMNM depuis 2006. Et on a aussi, bien sûr, des œuvres qui sont déposées. On arrive à un nombre de 10 195 œuvres qui sont référencées dans notre base. Ce n'est pas un nombre à jour, puisqu'il y a de l'inventaire qui est encore en cours, que ce soit pour des collections propres ou des collections qui sont déposées. Pour revenir au dépôt du NMNM, on est à la fois déposant et dépositaire. Pour tous les dépôts entrants, au total, on comptabilise 13 déposants, ce qui représente plus de 7000 œuvres. Encore une fois, c'est un nombre qui n'est pas révélateur, enfin, comment dire, qui est pas propre en fait. On sait qu'il y en a beaucoup plus que 7000, mais on est en cours d'inventaire encore une fois. Je vous ai mis les 2 principaux déposants qui sont la Société des Bains de Mer et le Palais Princier, qui sont 2 établissements privés. Et le plus gros dépôt est un dépôt de 7000 costumes de l'Opéra de Monte-Carlo qui a été déposé par la Société des Bains de Mer en 2002, avant donc la création du NMNM. Pour ce qui est question des dépôts sortants, on est sur un nombre plus raisonnable, puisque seulement 191 œuvres sont déposées à Monaco et dans le monde. Mention spéciale pour nos dépôts à New York, qu'on n'a jamais vus. Bientôt, on espère. Voilà. Donc, ils sont répartis chez 20 dépositaires, et ces dépositaires sont composés seulement de 2 musées, donc 2 musées à Monaco. La plupart de nos dépôts sont faits dans les administrations monégasques, que ce soit à Monaco ou à l'étranger. Avant de vous présenter le récollement à Monaco, il est important de revenir sur la législation, qui n'est pas la même qu'en France. Le Code du patrimoine ne s'applique pas à Monaco. Il n'y a pas de Code du patrimoine à Monaco. Il n'y a pas de loi musée à Monaco. Et le récollement n'existe pas à Monaco. On a quand même une loi qui date de 2017 sur la préservation du patrimoine national. C'est une loi assez générique qui parle donc du patrimoine de manière générale, que ce soit le patrimoine mobilier, immobilier, immatériel, naturel. Il est question dans cette loi de l'inventaire. Donc il faut faire un inventaire et il faut le tenir régulièrement à jour. Mais pour ce qui concerne toutes les normes relatives à ces lois, on n'a pas de texte qui explique, qui nous propose une manière de tenir à jour ces inventaires ou alors les rubriques qu'on doit remplir pour cet inventaire. L'inventaire est également évoqué dans l'ordonnance souveraine qui a permis la création du musée national. Encore une fois, on parle d'inventaire et de sa tenue, de sa tenue à jour. Mais bon, le récollement n'existe pas. Cette loi a aussi permis la création de 2 services de l'État, l'Institut du patrimoine, qui a notamment pour mission d'assurer un contrôle sur les inventaires des musées ou d'autres organismes qui possèdent un patrimoine culturel, immatériel et mobilier. Autant vous dire qu'il y a tellement de travail à Monaco qu'on n'est pas en lien pour ces questions-là avec eux. Ils se sont concentrés plutôt sur des organismes non muséales où il n'y avait pas forcément de personnel qui gérait ce patrimoine. Je pense par exemple au patrimoine religieux ou alors à toutes les sculptures qui sont dans l'espace public. Voilà. Il y a aussi un conseil du patrimoine qui doit formuler donc des propositions de législation, de mode de protection du patrimoine, mais comme son nom l'indique, ils ont simplement un rôle de conseil.
Alors comment se passe le récolement au nouveau musée national de Monaco? On essaye d'appliquer le code du patrimoine, on essaye de respecter les normes, mais on prend quand même des libertés, parce qu'on n'a pas forcément les outils pour pouvoir le mener convenablement. Premièrement, on n'a pas de registre d'inventaire réglementaire au sens de la loi Musée de France. On utilise seulement notre base de données qui est plus ou moins à jour. Les fiches récentes, les acquisitions récentes sont plutôt bien complétées, mais pour toutes les collections qui ont été acquises avant la création du NMNM, c'est un peu plus compliqué. Pour nous, le récolement, il n'y a pas de période décennale, donc on n'est pas pris à la gorge pour rendre nos comptes rendus de récolement, puisqu'en plus, on n'a pas de contrôle, on n'a pas de compte à rendre sur ce qu'on a récolté, sur les objets qui ont été localisés, non localisés, donc on est plutôt libre de ce côté-là. On est plutôt libre, mais finalement, le récolement, comme il n'est pas inscrit dans la loi, il n'est pas non plus une priorité, que ce soit de notre tutelle, que ce soit au niveau des projets du musée. Donc on n'a pas le temps en fait, et les moyens de le projeter à l'ensemble de nos collections. Donc on s'est plutôt concentré sur les dépôts, d'abord sur les dépôts à des institutions extérieures et ensuite sur les dépôts qui ont été faits dans nos réserves. On a vu aussi, par rapport de ce constat, que la notion de récolement a évolué aussi entre les premiers pointages qui ont pu être faits sur certains lieux et les formes plus abouties qu'on a pu leur donner. Je vais vous exposer plusieurs cas de récolement, en commençant par celui qui a été mené en 2017 au ministère d'État, à la résidence du ministre d'État. Donc le ministère d'État, c'est le bâtiment où il y a en fait le gouvernement de Monaco. Et à la tête de ce gouvernement, il y a le ministre d'État, et donc des œuvres sont chez le ministre d'État. Vous pouvez voir d'ailleurs une petite œuvre dans sa salle de bain, qui n'y est plus. En fait, on est parti du constat, en 2017, il y a eu une demande de prêt d'une œuvre qui était déposée chez le ministre d'État, et cette œuvre n'était plus chez le ministre d'État. Donc, gros problème, on a finalement réussi à la retrouver, elle avait juste été déménagée avec les biens du ministre d'État au moment du changement de ministre. Donc c'est un cas classique. Mais c'est posé la question sur le reste des collections. Est-ce que toutes les collections initialement déposées, qu'elles soient déposées avant la création du musée ou après, est-ce qu'elles étaient toujours présentes ? Et surtout, on intervient aussi dans un contexte où il n'y a pas de convention de dépôt, les œuvres ne sont pas marquées, et en fait, le personnel sur place ne nous connaît pas. En fait, l'œuvre a été emportée parce qu'il n'y avait pas de lien avec l'équipe du NMNM. Donc, en 2017, des listes ont été éditées depuis notre base de données, puis on s'est rendu sur place, enfin l'équipe, parce que je n'étais pas encore présente, s'est rendue sur place pour pointer les œuvres qui étaient présentes ou non. Donc sur ces deux lieux, 127 œuvres devaient être pointées et 25 n'ont pas été localisées. C'est un chiffre à mettre à jour puisque depuis 2017, on a réussi à en retrouver 6, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais on a encore des recherches à faire. Et d'autres œuvres ont été localisées dans d'autres lieux, notamment au dépôt de l'administration des domaines. Et l'administration des domaines, c'est un organisme qui gère les biens du gouvernement pour aménager les bureaux. Donc voilà. Quand une personne en fait n'a plus besoin d'un bureau ou d'une chaise, ils font appel à l'administration des domaines qui vient les récupérer. Et visiblement à l'époque, pour les œuvres, c'était la même chose. Donc aujourd'hui, on est en lien avec le personnel sur place, on est en lien aussi avec l'administration des domaines. Donc eux, quand ils sont contactés par une personne du gouvernement pour débarrasser une œuvre, ils nous contactent directement et on vérifie si cette œuvre est présente sur notre inventaire ou pas. Voilà. Donc depuis 2017, on a fait des conventions de dépôt, on fait plusieurs allers-voir. De manière non officielle, on a décidé d'aller sur le lieu entre 3 et 5 ans pour vérifier la présence des biens. On organise aussi des rapatriements d'œuvres qui sont en mauvais état et une partie des arts graphiques, mais c'est toujours en cours car le contexte monégasque en fait oblige à, quand on enlève une œuvre, il faut en remettre une
pour que la pilule passe un peu mieux. Donc c'est pas forcément facile. Donc on profite aussi des demandes de prêt pour récupérer ces œuvres et ne pas les remettre en dépôt. Surtout pour les aquarelles qui sont en face des fenêtres, bien sûr. Voilà. Ce qui est assez dommage en 2017, c'est que le récolement n'a pas été étendu à l'ensemble des lieux de dépôt. Il y en avait d'autres à Monaco. Seulement le Conseil national et le Palais de justice ont été visités, mais d'autres lieux comme la cathédrale ou le théâtre Princesse Grace ont un peu été oubliés. Et en 2021, en fait, on a changé de base de données. On est passé de micro-musée à Gécole et s'est posé la question des localisations extérieures. Il a fallu mettre à jour toutes ces localisations. Et en plus du théâtre Princesse Grace, en plus de la cathédrale, je tombe sur des localisations un petit peu étranges qui s'appellent juste ambassades, sans précision de ville, sans précision de pays, sauf que des ambassades de Monaco, il y en a un petit peu partout. Donc c'était un peu compliqué, on part de rien. Bien sûr, les œuvres qui sont concernées par ces localisations ne sont pas très bien référencées dans notre base. Il nous manque les photos, il nous manque parfois les titres, il nous manque les dimensions, la matérialité. C'est un petit peu juste. Donc on doit s'appuyer sur les archives. Encore une fois, il n'y a pas forcément de dossier d'œuvres, donc on doit ouvrir les boîtes d'archives qui ne sont pas forcément triées, bien sûr, parce que c'est trop simple. Et on retrouve des annotations sur des documents, sur des listes d'acquisition, sur des listes de donations. On voit des mentions, on voit des noms. Alors après, on regarde sur Google qui sont ces personnes, on regarde leur profil LinkedIn et on retrace un peu leur parcours professionnel. Ah bah tiens, elle était ambassadrice à New York. Ah bah d'accord, bah ça doit être à New York alors. Donc on contacte les ambassades et miracle, les œuvres sont là, toujours. C'est une bonne nouvelle. Et surtout, mention spéciale au contact des ambassades. Pour le coup, nous, on a eu de très bons contacts avec tous les ambassadeurs ou représentants des ambassadeurs qui nous répondaient très rapidement, qui nous envoyaient les photos, qui nous envoyaient des documents aussi liés aux acquisitions, liés à leur transport de Monaco jusque chez eux. Donc ça, c'est top parce qu'on a pu compléter toutes les lacunes qu'il y a pu avoir dans la base de données. Tout ce travail-là a permis aussi de mettre en place des conventions de dépôt, de rapatrier les œuvres qui devaient l'être, de rapatrier aussi les œuvres qui n'étaient plus présentées dans les ambassades et qui étaient rangées dans un placard, et aussi d'inventorier des œuvres qui ne l'étaient pas, puisqu'en faisant des recherches sur les documents, en faisant les recherches sur des œuvres qui étaient déposées, on retrouve aussi la mention d'œuvres acquises pour aménager, décorer ces ambassades. Et sauf que ces œuvres, bizarrement, n'ont pas été inventoriées, alors qu'elles l'auraient dû. Donc pour les œuvres hors de Monaco, ces 6 œuvres sont concernées par cela. Depuis 2021, 4 lieux ont été vérifiés, principalement Paris. C'est le plus accessible pour nous. Voilà, donc pour New York, eh bien, on a une demande de prêt pour février prochain, donc je profiterai de convoiement pour y aller. C'est parfait. Voilà. Donc là, c'était les dépôts du NMNM à des institutions, et particulièrement donc, des institutions de l'administration. Je vais vous parler aussi du cas du récollement des collections costumes qui sont déposées au NMNM. Il s'agit donc des collections de la Société des Bains de Mer que j'ai évoquées tout à l'heure, qui officiellement nous a déposé 7000 costumes. Il y a aussi la collection du Palais Princier de costumes issue de la collection de Serge Liffard, qui était chorégraphe et danseur des ballets russes. Et il y a une dizaine d'acquisitions du NMNM qui compris dans ce récollement. En fait, tous les costumes sont situés dans la même réserve, donc on a décidé, pour mener ce récollement, de récoller toute la réserve. Là, au vu de l'ampleur du travail et de l'éparpillement des archives, de la non-connaissance aussi de l'histoire de ces collections, on a décidé de faire un plan de récollement, essayer d'un peu plus professionnaliser, on va dire, le récollement, puisqu'avant, en fait, il n'y avait pas d'archives sur la manière, sur les méthodologies mises en place pour faire ce récollement, pour les précédents récollements. Il n'y avait pas de bilan aussi de récollement ou de rapport de récollement. Donc pour préparer ce séminaire, ça a été assez compliqué de rassembler les données
pour au moins faire un estimatif du nombre de dépôts qu'on a fait, du nombre de dépôts qui sont rentrés au NMNM. Enfin, voilà, c'était assez long, mais assez intéressant, et voilà, comme ça c'est fait. Pour revenir sur cette collection costumes, particulièrement sur celle de la SBM, il faut savoir que la collection a été déposée en 2002, donc avant la création du NMNM. Il y a une convention qui date de 2004 qui a été faite avec la direction des affaires culturelles, donc même pas avec le NMNM. Et il n'y a pas de liste d'œuvres qui a été jointe à cette convention, parce que c'est pour compliquer la tâche, bien sûr. Et voilà. Il y a eu des fiches œuvres qui ont été faites dans la base de données. Malheureusement, elles sont incomplètes. Il y en manque plusieurs milliers. Au niveau des images aussi, on a un petit souci, puisque parmi ces milliers de costumes, il y a aussi des séries de costumes identiques. Donc pour faciliter le travail à l'époque, un seul costume a été photographié pour représenter l'ensemble des séries. Sauf que chaque costume a un numéro d'inventaire différent. Donc on se retrouve avec 10 fiches avec une photo identique. Alors, quel costume est relié à quel numéro? Ça, c'est un autre problème. Avec ce plan de récollement, ça nous a permis donc d'étayer notre propos, de développer un état des lieux sur l'aspect historique de la collection, sur l'aspect sanitaire aussi de la collection, et bien entendu de fixer une méthodologie et un protocole de récollement. On a choisi de travailler sur Excel. À l'époque, on travaillait sur Micromusée, mais il n'y avait pas de module récollement qui était rattaché à la base. Et puisqu'on changeait de base 1 an ou 2 ans après, on n'allait pas prendre un module pour travailler sur le récollement. On a aussi fait le choix de faire systématiquement des photos pour régler le problème dont j'ai évoqué tout à l'heure. Et c'est aussi de faire les photos de toutes les étiquettes qu'il y avait à l'intérieur des costumes, parce que elle permet en fait de documenter ces costumes. Il y a les noms des danseurs, il y a les noms des productions, il y a les noms des costumiers. Donc même si nous on n'a pas le temps d'analyser ces costumes, ces photos permettront peut-être à des chercheurs, aux conservateurs d'étudier la collection. On a estimé ce travail à 10 ans, en binôme, à raison de 2 jours par semaine, sans compter le travail informatique sur le traitement des données, le traitement des images. Donc autant vous dire que c'est long, et peut-être même un petit peu illusoire à ce stade. Voilà. Donc malheureusement, le chantier a été interrompu assez rapidement en 2021, puisque nous avons changé de base de données. On a quand même pu récoler 2500 items à deux avec un peu d'aide sur 2 mois pour 84 jours de travail, hors travail informatique bien sûr. Je vous ai fait une petite sélection de costumes sur les 11 000 photos que nous avons pu prendre. Voilà, c'est plutôt en bon état ceux-là. On voit la diversité aussi des costumes de la collection. Alors, le récollement s'est interrompu, mais que se passe-t-il avec nos 2500 lignes de tableau Excel? Que faisons-nous de toutes les données que nous avons collectées? Eh bien, il faut les intégrer à notre nouvelle base de données. Ça paraît long, c'est long. Nous avons travaillé en collaboration avec Vidéomuseum parce que notre nouvelle base de données est Gécole2. Et Vidéomuseum développe la base. Et pour le coup, ils nous ont beaucoup aidé là-dessus. C'est plus d'1 an de travail où il a fallu reprendre le tableau Excel, reprendre certaines données, diviser des cellules, rassembler des cellules. C'était beaucoup d'échanges d'emails. Merci à Catherine Mestre de Vidéomuseum, qui est notre interlocutrice pour toutes nos questions. Voilà, donc aujourd'hui, toutes les données descriptives de ces costumes, que ce soit les données sur les dimensions, la matérialité, la dénomination des costumes, sont enfin dans notre base de données. Toutes les photos aussi étaient intégrées à la base, ce qui est un travail monstre qu'on n'aurait jamais pu faire en fait sans eux. Il reste encore à intégrer toutes les données de récollement, donc les dates de récollement, le nom du récolteur, la question du marquage, de l'état.
Et ça, pour le coup, on doit le faire en interne. Après, Gécole a l'avantage d'avoir un module récollement où on peut travailler sur Excel. Il suffit d'éditer un Excel depuis la base et de remplir cet Excel. Et du coup, on doit faire beaucoup de copier-coller. Et donc, c'est aussi long. Et la procédure pour mettre en place ce travail-là est en cours de rédaction. On a pris aussi le temps, avant d'intégrer les données, de vérifier les doublons qu'on avait identifiés. On n'a pas pu tout identifier, mais au moins on a pu faire le maximum. Donc on a pris ce temps-là quand même pour ça. 2022-2023, c'est aussi le moment de la valorisation de la collection. Le récollement a permis d'identifier pas mal de productions, d'identifier des costumes qui pouvaient être intéressants. On a eu plusieurs demandes de prêts, on a pu honorer ces prêts, on a pu proposer des costumes, notamment au musée Hector Berlioz. Un costume de brigand y est présenté jusqu'au 31 décembre. Il y a pu aussi avoir une exposition au Grimaldi Forum sur Raoul Gainsbourg, qui était le directeur de l'opéra de Monte-Carlo, où plusieurs costumes ont été présentés à l'occasion. Donc ça a été l'occasion de faire restaurer les costumes, d'avoir des constats, des rapports de traitement par des restaurateurs, et donc de les présenter au public, ce qui permet de valoriser la collection. Aussi, on a valorisé le travail de récollement en publiant un article dans la revue annuelle du NMNM, dans la revue qui s'appelle Mira. Voilà, on explique un peu tout ce travail de récollement, les problématiques, les histoires des collections et nos questionnements aussi sur l'avenir, sur qu'est-ce que va devenir ce récollement, comment on peut le continuer. Parce qu'aujourd'hui, il ne va pas reprendre, du moins il ne va pas reprendre dans sa forme initiale, celle qu'on avait pensée initialement. Concrètement, en interne, c'est un travail qui est irréalisable, c'est beaucoup trop lourd. Donc on pense à l'externalisation. Tout simplement, après, on est sur les questions de budget, le suivi aussi des chantiers. Parce que ce qui est bien avec le récollement, c'est qu'on voit les collections, on sait ce qu'on a, et c'est là en fait où on est confronté aux objets. Et c'est vrai que si on externalise, on ne sera plus vraiment confronté aux objets, on sera confronté à des listes. Et voilà. Se pose sur la question des costumes aussi, la question du tri, avec ces séries de dizaines et de dizaines de costumes identiques. Est-ce que ça vaut le coup de tout conserver ou non ? C'est des questions qu'on se pose au département scientifique du musée. C'est des questions qui devront être soulevées avec aussi les déposants. L'idée, c'est de mettre en place un comité de tri qui puisse sélectionner les costumes à garder, des garder pour des questions patrimoniales et peut-être en garder pour de la médiation, en collection d'études, ou alors les rendre aux déposants ou les vendre, je ne sais pas. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Si pour la finalité aussi pour nous, le récollement permet donc de connaître ces collections. Aujourd'hui, ces problématiques liées à l'absence de fiches dans la base ou des fiches incomplètes se posent pour l'ensemble des collections du NMNM et même celles qui sont conservées en réserve. On a encore des milliers d'objets qui ne sont pas inventoriés ou identifiés comme faisant partie de la collection. On aimerait étendre le récollement à l'ensemble de la collection, mais on est encore face à un problème d'effectifs, un problème de temps. Faire de recherche sur les objets, c'est long. Fouiller dans les archives, fouiller dans les dossiers d'œuvres, contacter les différents services du gouvernement pour essayer de retracer les histoires, c'est long et c'est vrai que c'est assez fastidieux, même si c'est très intéressant et galvanisant. Voilà. Après, il faut garder en tête que la finalité, c'est de connaître les collections pour pouvoir les valoriser, pour pouvoir les mettre en ligne, les valoriser par des prêts. Et nous, on espère pouvoir présenter une partie de ces collections dans des espaces permanents. A priori, pas a priori, on est sûr, il y aura des travaux dans la Villa Saubert pour créer des espaces permanents pour les collections et pour permettre aussi la présentation donc, de cette collection costume. Aussi, pour la valorisation des collections, nous sommes prêts aujourd'hui à mettre en dépôt d'autres œuvres dans vos collections à vous. Je vous propose ces 4 œuvres à mettre en dépôt.
J'ai d'autres œuvres aussi dans la collection. Si vous voulez développer des partenariats avec nous, on le ferait avec plaisir. Merci. Merci Marie. J'avais une question par rapport à du coup la tutelle, qui est votre tutelle directe, et quand tu disais du coup on a décidé, c'est la direction du musée. Est-ce que c'est des règles que vous fixez quand même qui sont communes à tous les musées de Monaco, ou c'est vraiment juste pour le... Non, c'est nous directement qui avons décidé de faire le récollement. Enfin, notre fiche de poste indique en tant que régisseur qu'on est chargé du récollement des collections, et c'est une décision de notre direction, tout simplement. C'est pas une volonté de la tutelle. Notre tutelle à Monaco, c'est le département de l'Intérieur. Donc il n'y a pas de ministère de la Culture à Monaco. Donc on dépend du ministre conseiller de l'Intérieur, Monsieur Cellario. Voilà. Par contre, il y a une direction des affaires culturelles qui est liée à ce département, mais il ne nous impose pas de réglementation. D'accord. Et le fait d'avoir bientôt un espace d'exposition permanent, est-ce que ça va peut-être vous permettre de débloquer des budgets pour pouvoir justement faire le récollement, les restaurations et valoriser les collections? On l'espère. En tout cas, c'est en bonne voie. Il y a eu des études des collections, particulièrement sur la collection costumes, dont je vous ai parlé, mais c'est encore pour parler au niveau de jusqu'où on va dans ce travail-là. On aimerait que ce soit étendu à l'ensemble des collections, mais a priori, ce n'est pas tout à fait le cas. D'autant plus qu'aussi, on aura probablement de nouvelles réserves à Monaco. Mais donc, on aura des prochains déménagements encore à prévoir. Donc, on va voir. Donc, aussi, le moment du déménagement, c'est aussi le moment de faire le point sur les collections. Ça a été le cas cette année, puisqu'on a déménagé plus de 1000 objets dans des nouvelles réserves à Nice. Donc, tous les objets de cette nouvelle réserve sont localisés, sont identifiés. Il reste 60 fiches à faire, mais on va y arriver. Voilà.